Alors, du coup, pour les personnes qui étaient pas là hier ou qui n'étaient pas là pour la première partie, enfin là où il y avait eu un petit souci technique, c'était juste pour vous rappeler que quand on a ouvert donc la salle Zoom à tout le monde, on a repris, enfin j'ai repris le PowerPoint dès le début, donc vous n'avez rien raté, sauf peut-être la présentation. Donc je vais aussi faire une petite courte présentation. Donc moi je suis juriste en droit des étrangers. Je travaille pour l'association ASFAM, A2SFAM. Et donc, dans cette association, il y a des juristes qui travaillent dans les centres de rétention administrative, si vous connaissez. Il y a des juristes qui sont plus sur le pôle coordination, formation. Donc, ça va être mon poste plutôt. Et on a aussi on travaille aussi avec des assistantes sociales notamment. Donc il y a Céline avec moi aujourd'hui, directrice de la SFAM, qui suit le webinaire avec nous. Et pour les personnes du coup qui étaient pas là hier, je me suis dit, ou même pour celles qui étaient là, que ça serait bien de faire un petit bilan de ce qui a été vu hier. Euh, donc un recap qu'on pourrait faire tous ensemble. Je vais pas refaire passer les slides, mais je vais faire ça à l'oral. On a bien reçu les questions sur le chat. Donc pour hier, j'en avais 127 exactement. Donc je ne pourrais pas répondre à 127 questions en direct. Il y en a qui rejoignent un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je les ai sous les yeux. Hein. Si vous me voyez baisser le regard, c'est pour les voir. Il y en a qui étaient un peu en avance sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je pense que j'intégrerai des réponses à ce moment-là. Et il y en a que je peux revoir pendant le recap qu'on va faire sur la session d'hier, puisque ça traite de ce qu'on a vu hier. Et celles auxquelles je ne réponds pas, ça sera pour le livret. Parce que du coup, il y en a beaucoup. OK. Du coup, pour le recap, attendez, je vais partager mon écran. Hop. Donc, malheureusement, pendant que je partage l'écran, je ne vois pas le chat et je ne vous vois pas. Donc, Céline qui pourra me prévenir s'il y a un souci. Mais pour le recap, je me suis dit que on pouvait prendre comme base cette slide qu'on a vue hier, qui était donc la dernière slide de la partie titre de séjour. Si vous vous en rappelez, c'était donc le bilan qu'on avait fait à la fin et ça reprend tout ce qu'on a vu depuis le début du PowerPoint et donc c'est intéressant pour revoir ça ensemble. Donc, comment on avait construit la chose? On l'avait construite de manière un peu chronologique, c'est-à-dire qu'on avait regardé d'abord un peu les généralités. Donc, pourquoi est-ce que on parle de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour? Et on avait vu que c'était parce que tout simplement, tout bonnement, la loi française exige que toute personne de plus de 18 ans qui souhaite rester sur le territoire pendant plus de 3 mois, donc qui souhaite s'installer durablement sur le territoire, doit justifier d'un droit au séjour. Et comme, du coup, il y a cette obligation légale, c'est pour ça qu'on traite de la matière de titre de séjour et de renouvellement pour sécuriser ces personnes-là. On a vu aussi qu'il y avait 2 exceptions à ce principe-là. Donc là, j'en ai déjà dit une. Toute personne de plus de 18 ans qui souhaite s'installer durablement sur le territoire. Et donc, on avait vu que les mineurs, en conséquence, n'avaient pas cette obligation de détenir un titre de séjour pendant leur minorité. Par contre, à leur majorité, dans les 2 mois, il faudra en demander un. OK. Deuxième exception, on avait vu un peu, c'était les ressortissants de l'Union européenne, puisque en tant que citoyen de l'Union européenne, on bénéficie du principe de libre circulation. Et donc, ça veut dire que moi, en tant que ressortissante française, je peux circuler librement dans un pays de l'Union européenne. On va prendre l'Espagne. J'ai pris l'Italie hier, on change. Donc, je peux aller librement en Espagne pendant 3 mois, 90 jours, sans avoir à justifier de quoi que ce soit. Par contre, si je veux m'installer en Espagne, là, il va falloir que je démontre mon droit au séjour d'une autre manière. Soit parce que je vais dire aux autorités espagnoles que je m'installe sur leur territoire plus de 3 mois pour suivre des études,
et donc mon droit au séjour, je le gagne avec mes études, soit je vais dire aux autorités espagnoles que je m'installe sur leur territoire pour y travailler. Et donc mon droit au séjour, je vais le gagner justement avec le travail. Ok. Et donc on a vu qu'en France, c'était la même chose. Et que si un ressortissant de l'Union européenne souhaitait demander un titre de séjour, il pouvait le faire, mais que c'était pas obligatoire. D'accord. Donc ça, on avait vu, c'était les généralités. Ensuite, si vous vous rappelez, on est rentré un petit peu dans l'étape d'après, qui était comment entrer sur le territoire, ou plutôt comment bien entrer sur le territoire. Et on avait du coup consacré toute une partie à l'importance d'une entrée régulière en France. Quand on parle d'entrée régulière, c'est donc une entrée avec visa pour les personnes qui en ont besoin, et notamment donc le visa long séjour. Ok. Et on a vu, du coup, donc ça c'est le troisième point de la petite diapo, que c'était cette exigence d'une bonne entrée sur le territoire, elle était très importante, puisque en fait, il y a des titres de séjour qui conditionnent leur obtention à l'existence de ce visa. C'est-à-dire qu'il y a certains types de titres de séjour. Pour les demander, il faudra soumettre au dossier le visa non séjour valant titre de séjour. D'accord. Et on a aussi vu, par contre, qu'il y a d'autres types de séjours qui ne demandent pas cette condition-là, et ça va être les titres de séjour qui logiquement, c'est logique, en gros, pour ces titres de séjour-là. Je vous en avais parlé de 3, principalement. On avait parlé des bénéficiaires de la protection internationale, qui, du fait même de leur nature de demandeurs d'asile, ont quitté leur pays du coup de manière urgente, et donc on ne va pas leur demander cette condition du visa. On a vu aussi que c'était le cas pour les étrangers malades. Il n'y avait pas cette obligation du visa long séjour, puisque ça répond au cas des personnes qui, par exemple, découvrent leur maladie sur le territoire ou autre. Et on a vu que c'était aussi, par exemple, le cas des parents d'enfants français, puisque du coup, la situation de parents d'enfants français, elle peut se créer bien après l'entrée sur le territoire. D'accord. Ça, c'était pour l'entrée. Ensuite, on a vu que pour obtenir ce droit au séjour, le législateur, il a réfléchi en motif. C'est-à-dire qu'il s'est dit, j'ai parlé un peu de tiroir hier, le législateur s'est dit, moi j'ai des personnes qui s'installent sur le territoire pour tel motif, donc il faut que j'organise en fait le droit au séjour de ce motif-là. Donc le législateur a vu qu'il y avait des personnes qui s'installaient en France pour un motif familial, c'est-à-dire elles vont séjourner sur le long terme en France puisqu'elles y ont des enfants, un conjoint, une conjointe. Et donc ça, on a dit que c'était le tiroir familial qui regroupait parents d'enfants français, conjoints français, vie privée familiale, il y avait ascendant à charge de français, etc. On a vu que le législateur, il avait aussi témoigné que des personnes s'installaient en France pour des raisons donc humanitaires. Par exemple, pour y demander l'asile, ou par exemple pour y obtenir des soins qu'elles ne peuvent pas obtenir dans leur pays d'origine. Et donc, il a créé ce motif-là humanitaire, ce tiroir humanitaire où on va retrouver donc les bénéficiaires de la protection internationale, donc les réfugiés et les protégés subsidiaires. Dans ce tiroir, on va aussi retrouver les étrangers malades, les victimes de traite des êtres humains, les personnes étrangères victimes de violences conjugales, etc. Ensuite, il a vu qu'il y avait des personnes qui venaient s'installer durablement et qui se créaient un motif de séjour économique, donc qui venaient par le travail et qui travaillaient sur le territoire. Donc, on a créé ce tiroir de motifs économiques, où on retrouve donc nos titres de séjour salariés, nos titres de séjour temporaire, nos titres de séjour passeport talent. Ok. Donc, on a vu que l'idée, c'était, quand on arrive face à une personne, de voir comment elle était entrée sur le territoire, quel tiroir est-ce que je peux tirer pour elle, tiroir familial, humanitaire, et si la personne répond aux conditions, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, elle a ce visa long séjour, est-ce qu'elle prouve, si elle est parent d'enfants français, qu'elle participe bien à l'entretien et à l'éducation de l'enfant avec l'autre parent, etc. Ok.
Ensuite, on est parti sur la dématérialisation, puisqu'on s'est dit, une fois que je sais à peu près quoi faire, quoi demander, ben, je dois savoir où le demander. Et donc, on avait vu ensemble que certaines demandes de titre de séjour, elles se déposaient sur le site de l'ANEF, et d'autres se déposaient sur le site démarche simplifiée, et certaines qui ne sont prévues ni par l'un ni par l'autre, du coup, doivent se déposer en préfecture. Il y avait plusieurs questions sur comment savoir quel site, etc. Mais je pense qu'elles avaient été posées avant qu'on le voit ensemble, puisque plus tard dans la présentation, on a vu que quand je souhaite savoir où déposer mon titre de séjour, j'ai des manières de le faire. Je vais, normalement là, ça fait tilt, je vais aller voir mon annexe 9 du CESEDA que vous trouverez sur le PowerPoint qui vous a été envoyé hier, il y a les liens, etc. Et sur cette annexe 9, j'aurai donc les arrêtés qui me disent quel titre de séjour je peux demander via l'ANEF. OK ? Donc, je vais sur cette annexe 9, je cherche mon titre de séjour. S'il est dessus, je sais que je dois basculer vers l'ANEF. Maintenant, si je vais sur mon annexe 9 et que je vois qu'il n'y a pas le titre de séjour que je recherche dessus, bah, ça veut dire qu'on va basculer sur démarche simplifiée. Et comme je vous l'ai dit hier, dans les notes du PowerPoint, vous avez le site de service public qui vous liste en fait les préfectures. Et en dessous du nom de la préfecture, vous avez la démarche qui peut se faire sur démarche simplifiée. OK ? Ensuite, on a vu ensemble qu'il y avait deux types d'obtention de titres de séjour. Qu'il y avait donc des types de séjour qu'on pouvait obtenir de plein droit et qu'il y avait des titres de séjour qui relevaient de l'admission exceptionnelle au séjour. Donc déjà, nous, on a fait la présentation des deux motifs, qu'est-ce que ça veut dire. Et on a dit que un titre de séjour de plein droit, ça regroupe certains motifs, et si je rentre dans ce motif-là, que j'ai tous les documents qui me sont demandés, que je remplis à toutes les conditions, le titre de séjour n'est pas censé m'être refusé, puisque je remplis les conditions. Exemple, si je prends mon tiroir familial, c'est le premier qu'on a sur la liste. On a vu ensemble que du plein droit, c'était conjoint de français, parent de français, parent d'enfants français, ascendant à charge de français, etc. Imaginons, je me mets dans la catégorie conjointe de français ou de française. Donc, je suis dans du plein droit, je remplis aux conditions, c'est-à-dire je démontre mon visa mon séjour, je démontre que nous vivons toujours ensemble, etc. Les autres conditions, on n'est pas censé me refuser mon titre de séjour. Je rentre dans du plein droit. OK ? Et on a vu que en face, en parallèle, il y avait donc des personnes qui, par exemple, se créaient un droit au séjour après être rentrées. Donc elles rentrent de manière régulière et puis plus tard, elles vont se trouver un emploi, par exemple, et elles vont souhaiter se régulariser du coup, mais comme elles n'ont pas certaines conditions, par exemple, elles n'ont pas la condition de l'entrée régulière, eh bien, elles vont passer par l'admission exceptionnelle au séjour. Et on a vu que, comme le nom même l'indique, l'admission exceptionnelle au séjour, c'est la voie exceptionnelle d'accès au séjour. Et que donc, je vais monter mon dossier, l'envoyer en préfecture, et que c'est le préfet ou la préfète qui acceptera ou non de me régulariser. Il y a une grande place à l'appréciation du préfet ou de la préfète quand on est sur de l'admission exceptionnelle au séjour. Pour l'admission exceptionnelle au séjour, on a fait aussi un topo sur la circulaire. J'espère que ça vous parle. On a vu que donc depuis 2012 jusqu'à janvier 2025, on utilisait la circulaire Valls. La circulaire Valls qui donc était à destination des préfets-préfètes et qui leur donnait des orientations. Si vous rencontrez une personne, des parents qui sont en France depuis au moins 5 ans, qui ont des enfants qui sont scolarisés depuis au moins 3 ans, ça peut faire un dossier d'admission exceptionnelle au séjour.
Si vous rencontrez des personnes qui sont salariées, qui justifient de tel nombre de fiches de paie, de telles années de présence sur le territoire, ça peut justifier un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Et puis on a vu que du coup, en janvier 2025, cette circulaire, elle a été abrogée, c'est-à-dire qu'elle ne s'utilise plus, puisqu'elle a été, on va dire, remplacée par donc la nouvelle circulaire qu'on appelle Retailleau, qui a été prise le 23 janvier et qui réduit considérablement ces orientations-là. Okay, la circulaire Valls, c'était plusieurs dizaines de pages. On passe à une circulaire Retailleau qui en fait à peu près 3. Donc c'est très réduit. On a vu que la circulaire Retailleau, elle exigeait, elle se faisait en 3 points. Elle exigeait donc une absence de menace à l'ordre public et ou de polygamie sur le territoire. Elle exigeait une intégration de la personne étrangère qui dépose un dossier. Intégration qui se justifiait par 7 ans de présence sur le territoire. Donc, je dois prouver que je suis en France depuis au moins 7 ans. Et par une maîtrise de la langue française que la circulaire nous dit pouvoir justifier, donc avec une certification ou des diplômes. Ok. Et en 3e point, on a vu que la circulaire, elle avait rappelé le caractère exceptionnel de l'admission exceptionnelle au séjour et que donc ça doit être fait vraiment de manière exceptionnelle. Est-ce que, je vous repose la question, je verrai tout à l'heure, est-ce que ça va? Je le saurai du coup dans quelques minutes, je ne peux pas encore voir le chat. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ensemble? On a vu, on a fait un tableau. Je vous ai montré le tableau que j'avais fait pour le PowerPoint, qui reprend donc les motifs, nos tiroirs, qui reprend est-ce que c'est du plein droit, est-ce que c'est de l'admission exceptionnelle, et qui reprend pour chaque motif les critères d'obtention, les documents à joindre. Donc ça, c'était un tableau qui reprenait vraiment motif familial, humanitaire, économique. Et ensemble, on avait fait 2 petits pareils topics sur les mineurs. Et on avait fait un petit moment sur les demandeurs d'asile. On avait vu donc pour les mineurs que donc le titre de séjour ne se demande pas pendant qu'ils sont mineurs, pas d'obligation de détenir un titre de séjour pour une personne mineure, mais qu'on doit préparer la majorité de la personne. Puisque dès la majorité, donc dès les 18 ans, on doit faire une demande de titre de séjour. Ok. On a vu pour les mineurs qui avaient du plein droit ou de l'admission exceptionnelle au séjour, notamment par exemple si on parle de mineurs non accompagnés qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après leurs 16 ans, on a vu que ces mineurs-là entraient par exemple dans la case de l'admission exceptionnelle au séjour. Contrairement à celui qui est donc le mineur qui est né en France, qui rentrerait lui dans la case donc le mineur accompagné né en France qui rentrerait dans la case de plein droit. Pour les demandeurs d'asile, on a fait donc un petit focus pour se rappeler ensemble que pour ces personnes-là, on peut faire 2 demandes en même temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit qu'on pouvait faire une demande d'asile qui va prévaloir, ok, mais que si lors de mon échange avec la personne, je me rends compte qu'elle répond aussi à d'autres catégories, d'autres motifs, je peux également faire une demande de titre de séjour sur ce motif-là. On a vu que l'idée, c'était que la demande d'asile est d'abord étudiée et qu'à la fin, donc soit j'ai une réponse positive et je garde soit mon statut de réfugié, j'obtiens soit mon statut de réfugié, soit la protection subsidiaire, soit la réponse est négative pour l'asile et la préfecture est censée me dire immédiatement si je peux bénéficier d'un autre titre de séjour, d'un autre motif. On avait pris l'exemple de la personne qui vient vous voir pour demander l'asile et à mesure de vos échanges, vous vous rendez compte que cette personne, elle a aussi une pathologie très grave et que elle vous dit qu'elle a jamais pu être soignée dans son pays d'origine puisque les soins n'existaient pas, ou alors qu'ils étaient vraiment beaucoup trop compliqués à obtenir, qu'elle a jamais pu soigner, etc. Ça peut faire tilt et vous dire
ok, bah, cette personne, pour moi, elle rentre aussi dans le tiroir humanitaire et dans le sous-tiroir étranger malade. Donc, je vais, en plus de la demande d'asile, introduire en parallèle une demande de titre de séjour étranger malade. Cette demande, elle sera étudiée, mais j'aurai pas de réponse, en théorie. L'idée, c'est que j'ai d'abord la réponse pour la demande d'asile, et ensuite la préfecture me dit si je n'ai pas l'asile, si je peux obtenir le titre de séjour étranger malade ou pas. Donc, ces deux demandes de titre de séjour en parallèle, elles ont des délais. On a vu que pour demander un titre de séjour autre, en parallèle, j'avais 2 mois pour le faire, dès l'enregistrement de la demande d'asile de la personne. Et que quand c'est pour une personne étrangère malade, c'est 3 mois. Le temps notamment d'avoir le diagnostic, etc. Il y avait eu la question de que faire si ça n'a pas été fait dans les 2 ou 3 mois. Et la réponse c'était que c'était toujours possible si on apportait la preuve d'un élément nouveau. Par exemple, un nouveau traitement ou la maladie qui a été en fait diagnostiquée, découverte après les 3 mois. C'est un nouvel élément. Et donc, pourquoi on s'était concentré sur les mineurs et sur les demandeurs d'asile? C'était parce que on voyait que, donc ça c'est l'avant-dernier point, certaines demandes de titre de séjour, elles vont être conditionnées dans le temps. Donc le mineur, je peux pas faire la demande quand il a 15 ans pour prendre de l'avance. Comme je l'avais dit, moi j'ai beaucoup entendu de toute façon à la préfecture ça prend tellement de temps, est-ce que c'est pas mieux de déposer quand le jeune ou la jeune a 16 ans, comme ça quand ils arrivent à 18 ans ils ont une réponse. Eh bien non, puisque donc le dossier ne sera pas accepté puisque déposé trop tôt. Donc là c'est conditionné dans le temps, c'est à la majorité. Ok. Et donc on a vu aussi que pour les demandeurs d'asile on avait cette condition des 2 mois et des 3 mois pour faire une demande de titre de séjour en parallèle. Et qu'il y avait des titres de séjour que je pouvais donc, en théorie, demander n'importe quand j'obtiens ce motif. Par exemple, le motif parent d'enfants français. Pour faire ma demande de titre de séjour au motif que j'ai un enfant français, je le fais au moment où je deviens parent d'enfants français. Je suis pas limitée dans le temps pour ça. Ok ? Et enfin, on avait terminé aussi sur une autre annexe où on s'était dit ensemble, ok, maintenant, je sais, je connais mes généralités. Je sais comment la personne allait rentrer sur le territoire. Je sais à peu près vers quel motif à quel motif elle répond et donc dans quel motif je peux la faire rentrer dans un tiroir familial, tiroir humanitaire, etc. Je sais, en allant sur mon annexe 9 du CESEDA, si je dois déposer ma demande sur le site de la NEF ou si je dois la déposer ailleurs, notamment sur le site de démarche simplifiée. Je sais à peu près si je me trouve dans du plein droit ou si je me trouve dans de l'admission exceptionnelle au séjour. Je sais à peu près quand faire ma demande. Si je suis face à un mineur, je la fais pas quand il est encore mineur. Maintenant que je sais tout ça, je peux lancer mon dossier. Et on a vu que pour lancer le dossier et pour être sûr que le dossier était bien envoyé et de manière complète, on a vu qu'il fallait aller voir l'annexe 10 du CESEDA. Donc pareil, vous avez les liens sur le PowerPoint qui vous a été envoyé, ou vous l'écrivez sur Google, annexe 10 CESEDA, et vous allez la trouver. Et donc cette annexe 10, elle vient sous forme de tableau. On avait vu un bout de tableau avec donc le titre de séjour qui est demandé, temporaire, vous avez les 3, temporaire, pluriannuel, résident, et en face, les pièces qui sont obligatoires pour monter le dossier. Ok. Ensuite, on avait vu la question des délais. On s'était dit que une des principales choses à retenir quand je fais une demande de titre de séjour, c'est que je ne laisse pas les choses traîner. D'ailleurs, j'ai vu dans les questions un dossier en cours depuis 2 ans, est-ce que c'est normal, etc. L'idée, c'est de vraiment pas laisser les choses traîner, et on s'est donné un premier délai hier, qui est très important, qui est donc le délai de 4 mois. Que vous vous en rappelez. On a vu hier que quand je dépose un dossier complet, ok, dans les temps, etc.,
Donc, qu'il est déposé dans les temps, qu'il est complet et que je n'ai pas de réponse de la préfecture pendant 4 mois. Et quand je dis pas de réponse, c'est-à-dire pas de demande de documents complémentaires. Donc, à partir du jour où je n'ai plus aucune réponse de la préfecture, je compte 4 mois. Si pendant ces 4 mois, pareil, toujours pas de réponse, que selon moi, via l'annexe, à l'aide de l'annexe 10, etc., le dossier est complet, à partir des 4 mois, je peux entamer une procédure contre un refus implicite de rejet. En fait, la règle veut que le silence en matière de titre de séjour vaut rejet et que le délai pour ce silence est de 4 mois. Dans les questions, j'ai vu aussi, je vais revenir sur tout ça juste après, mais il y avait la question de comment est-ce qu'on lance cette procédure de rejet implicite. En fait, il y a plusieurs étapes. On va commencer avec ce qu'on appelle un courrier de demande de motif. C'est-à-dire, on va envoyer un courrier à la préfecture de manière recommandée pour lui dire, ça fait 4 mois que je n'ai pas de réponse. Selon l'article, au bout de 4 mois, c'est de silence, c'est un rejet implicite de ma demande. Or, mon dossier est complet. Je rentre dans ce motif de séjour. J'ai demandé un titre de séjour sur ce motif-là en cette fin. Pourquoi avez-vous rejeté ma demande? Et l'idée, c'est que la préfecture a 1 mois pour répondre à ça. Et si elle ne répond pas au bout d'1 mois, là, on lance une procédure devant le tribunal administratif. Ok? Donc ça, c'est un peu ce qu'on avait vu ensemble hier. Je vais juste voir si je peux ouvrir le chat. Ouais, c'est ce que j'ai fait, moi, tribunal. Oui. Donc, c'était des messages que j'avais vus hier. Évidemment que là, c'est le droit, c'est une formation juridique, c'est la théorie, ok. En pratique, vous rencontrez énormément de difficultés, et donc l'idée c'est de se dire qu'il y a des moments où on n'aura pas de baguette magique ou de solution à tout. Vous en avez parlé hier, notamment sur les dysfonctionnements de la nef. Vous avez expliqué que en fait, il y a juste un dysfonctionnement du site en lui-même et que notamment donc un recours avait été fait contre l'État du fait de ces dysfonctionnements-là, mais que le droit donne des solutions qui peuvent permettre d'avoir des réponses, en fait, tout simplement. Si au bout de 4 mois j'ai un bon dossier, que j'ai pas de réponse, je peux en fait entamer une procédure contre un rejet implicite pour avoir une réponse. On avait vu hier que l'idée de cette formation, c'est aussi de comprendre que on peut faire apparaître un acteur supplémentaire dans la question des titres de séjour et de leur renouvellement, qui est le tribunal, le juge administratif. Ok. Donc j'ai vu aussi dans les questions, il y avait des personnes qui demandaient si on avait une liste d'associations, etc. Je vous ferai ça dans le livret, mais que donc c'était important dans ces situations-là de ne pas laisser la personne traîner, de faire les choses assez vite pour faire apparaître ce tribunal administratif, puisque si on laisse en fait les choses trop traîner, on ne pourra même plus le saisir. Si on se réveille au bout d'1 an, ça sera très très compliqué de saisir le tribunal administratif sur un rejet implicite. On ne pourra même plus justifier de l'urgence en fait. Ok ? Est-ce que ça va pour le bilan général de ce qui a été vu hier? Sans nouvelles questions ou autre, juste sur le bilan général. Oui. Ok, super. J'arrive à voir le chat. Ok, super. Super. Du coup, je vais prendre quelques petites questions d'hier qui sont en lien avec l'introduction, le recap qu'on a fait. Et d'autres, comme je vous ai dit, comme je vais aussi en parler en fait dans la partie sur le renouvellement, je le ferai à ce moment-là.
mais j'avais eu beaucoup de questions sur la circulaire Retailleau, beaucoup de questions sur le même principe, c'était sur la présence de 5 ans des parents et la scolarisation pendant 3 ans des enfants. Donc, la question c'était, est-ce que c'est toujours le cas? Là, on a vu ensemble hier qu'aujourd'hui, on demande, que déjà, il n'y a plus de précision sur ça, et qu'aujourd'hui, on demande une présence sur le territoire de 7 ans. Du coup, ma réponse à cette question, c'est que a priori, je serais tentée de dire non, puisque les parents n'ont pas les 7 ans de présence sur le territoire, et que franchement, je ne lancerai pas un dossier d'admission exceptionnelle au séjour sans être sûre d'avoir tous les bons éléments, puisque donc ça a été relevé aussi dans le chat. La circulaire Retailleau, elle oriente aussi les préfets et préfètes à prendre des OQTF dès qu'un dossier est refusé et rejeté. Ok. Donc ça, c'était la question que j'avais sur sur la circulaire Retailleau. Il y avait aussi pas mal de questions sur les étrangers malades, notamment, mais je crois qu'on avait vu ça un peu ça hier, une question qui demandait si les troubles psychiques étaient pris en compte, pour les étrangers considérés malades. Donc pour les maladies, on prend en compte donc les troubles mentaux, en effet, mais la condition, c'est pas plus la maladie, ça va être la maladie, mais surtout aussi la prise en charge dans le pays d'origine. Ok. Donc, si la personne elle vient d'un pays où la prise en charge des troubles mentaux est inexistante, ou alors si elle vient d'un pays où elle est existante, mais que il manque un traitement important. Moi, j'avais eu le cas quand je travaillais en centre de rétention d'une personne qui était afghane et qui souffrait de schizophrénie. Et donc, on avait fait annuler l'obligation de quitter le territoire français, et le juge administratif avait ordonné à la préfecture de réétudier le dossier à la lumière de ce motif-là, étranger malade, puisque on avait prouvé qu'en Afghanistan, les troubles mentaux étaient pas du tout pris en considération, et qu'en plus de ça, donc les médicaments contre la schizophrénie n'existaient pas là-bas. Alors que cette personne, sans ça, justement, elle voyait en fait sa qualité de vie se détériorer. Ok. J'avais eu aussi pas mal de questions sur les bénéficiaires de la protection internationale. On avait déjà fait la distinction hier entre réfugiés et protégés subsidiaires. Mais n'hésitez pas, s'il y a des personnes qui nous rejoignent nouvellement et qui ne savent pas ce que c'est. Oui, effectivement, si vous avez des petites précisions à redonner, si ça prend pas trop de temps pour vous, je non, pas bien. Oui, du coup, on avait vu en fait que la différence, c'est que existe une convention, elle s'appelle la Convention de Genève relative au statut de réfugié, qui va nous dire qu'on doit, et on est signataire de cette convention, qui doit nous dire qu'on doit protéger les personnes qui ont ces craintes-là. Donc, on a une liste qu'on appelle donc des craintes conventionnelles. Ça va être les personnes qui craignent pour leur vie et leur sûreté en raison de leurs opinions politiques, en raison de leur appartenance à un groupe social, c'est-à-dire un groupe qui, dans ce pays-là, est discriminé du simple fait de l'existence de ce groupe. Par exemple, il existe un groupe social des femmes afghanes. Donc, le simple fait de prouver que je suis femme et afghane me permet de rentrer dans un critère de crainte, puisqu'en fait, les femmes sont discriminées fortement par le régime taliban en Afghanistan. Ça va être les personnes qui sont discriminées en raison de leur race. Ça va être les personnes, j'ai un trou, opinion politique, groupe social, religion aussi. Donc soit des personnes qui vivent dans un État où il y a une religion d'État et qui du coup ne reconnaissent pas cette religion, ça peut être un exemple. Et donc si moi en tant que demandeur d'asile je me présente et que je réponds à ces craintes-là, à ces craintes qui sont dans la Convention de Genève, c'est le statut de réfugié qui va répondre à ma situation. Et la protection subsidiaire, comme le nom l'indique, elle est subsidiaire, c'est-à-dire que on va rencontrer des personnes qui auront des craintes, mais qui ne rentrent pas dans la Convention de Genève, mais qui pour autant ne peuvent pas
être renvoyés dans leur pays d'origine, eh bien là, on va les protéger de manière subsidiaire, on va leur donner une autre protection. Et ça va être le cas des personnes qui viennent donc d'un pays, on avait vu un peu cet exemple hier, qui viennent d'un pays en guerre, et donc leur simple présence dans ce pays est un danger en lui-même. Ça va être le cas des personnes qui risquent de subir des comportements dégradants et inhumains en cas de retour, ou ça va être des personnes qui risquent de subir une peine de mort en cas de retour dans leur pays d'origine. Et j'avais pris l'exemple que j'avais plusieurs fois rencontrées dans ma carrière, de femmes somaliennes accusées donc d'adultère et qui du coup risquaient la peine de mort en cas de retour en Somalie. Et donc là, on va partir sur de la protection subsidiaire. Est-ce que c'est clair pour la distinction? Je sais plus qu'il y avait. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Super. Et du coup, les questions j'avais des questions sur les codes perdus OFPRA. Ça, pour le coup, moi, je vous recommanderais de contacter en fait la division OFPRA de la personne. Les boîtes mail sont publiques. Je crois qu'il y avait eu des situations de compte code d'accès perdu ou oublié, je sais plus. Pour la demande de titre de séjour en parallèle, on s'était demandé s'il fallait prévenir la préfecture. Et en fait, non, elle est tenue au courant. Il y a, comme on l'avait dit, Céline l'avait dit hier, il y a des services qui vont vraiment se spécialiser dans les dossiers de demande de titre de séjour en parallèle. Quelqu'un m'avait demandé, si le pays n'est plus en guerre, est-ce qu'on peut perdre la protection subsidiaire? Oui. On a un article du CESEDA qui nous dit que l'OFPRA, elle peut retirer donc de sa propre initiative ou à la demande de la préfecture la protection subsidiaire d'une personne lorsque les conditions d'octroi n'existent plus. Donc si on m'a octroyé la protection subsidiaire parce que mon pays est en guerre, donc c'est la raison principale et que mon pays ne l'est plus. A priori, donc si j'applique ce code du CESEDA, on peut me retirer le bénéfice de la protection subsidiaire puisque je peux du coup être en sécurité si je rentre dans mon pays d'origine. Ok. Une personne qui m'avait demandé quelle est la procédure à suivre pour demander un titre de séjour après donc la reconnaissance du statut de réfugié. Eh bien, normalement, avec ce qu'on a vu hier, vous avez déjà un début de chemin. Donc, sans vous spoiler, mais si on faisait le début de chemin, il faut aller sur l'annexe 9 pour voir si votre titre de séjour résident réfugié se trouve dessus. Et du coup, en effet, il se demande donc sur la nef. Et enfin, une fois sur la nef, vous faites la demande. Il faudra joindre donc les documents qui sont nécessaires pour monter le dossier que vous trouverez dans du coup l'annexe 10. Par exemple, il faut soumettre la décision qui octroie le statut de réfugié de la personne. Donc là, j'ai en face de moi une personne qui a obtenu le statut de réfugié. Je me pose la question comment je fais son titre de séjour. Maintenant, je sais que je vais sur l'annexe 9 pour savoir où je le dépose. Une fois que je sais que je le dépose sur la nef, je vais sur l'annexe 10 pour savoir quel document je dois avoir pour le déposer et je fais mon dépôt. Je ne sais pas qui a posé cette question hier, mais j'espère que ça répond. Plusieurs questions sur le niveau de langue et sur le contrat d'intégration et le contrat d'engagement, mais je pense que je vais en parler pendant la partie sur le renouvellement. Je pense qu'on est bon sur les grands thèmes que j'avais vus. Les autres, je vais... en fait, la plupart des questions, on va vraiment y répondre pendant la partie sur le renouvellement. Donc, si ça vous va, avant la pause, est-ce que on se lance sur le thème du renouvellement du titre de séjour? Ok. J'ai découvert comment... Est-ce que vous voyez Oui. Ok, super. J'ai découvert comment avoir le chat aussi sous les yeux. Donc, le renouvellement du titre de séjour.
pareil, comme hier, on va voir quelques généralités ensemble, dont vous avez déjà parlé dans le chat, hein. Notamment des difficultés rencontrées pendant une procédure de renouvellement de titre de séjour. Oui, pardon de faire une toute petite digression. Juste pour la difficulté qu'on rencontre, c'est que non seulement la préfecture met un temps qui va jusqu'à près d'1 an pour renouveler le titre, mais c'est que dans cet intervalle, la personne ne dispose pas, on a des cas qui arrivent en MDS, du récépissé de renouvellement. Et c'est ça qui met les gens en difficulté pour leurs droits. Certains perdent leur travail sans dette au niveau du logement. Voilà, c'est des situations. Oui. Bah, de toute façon, vous avez résumé les difficultés qui sont du coup, si elles sont dans ma slide, c'est qu'elles sont rencontrées par beaucoup de personnes, qui vont être les difficultés, ne serait-ce que de prise de rendez-vous, les temps, comme vous l'indiquez très bien, d'attente en fait entre l'expiration du précédent titre et la remise d'une attestation provisoire en attendant le titre final. La préfecture qui soit ne remet pas, soit met un temps fou pour les remettre, et donc on a des situations où on a vraiment des périodes sans document de séjour simplement, et donc on a des situations de rupture complète de droit pendant les renouvellements. Et donc des personnes qui se retrouvent en situation irrégulière entre deux titres alors qu'elles étaient toujours en situation régulière jusque-là. C'est des cas aussi qui m'arrive de suivre, et je vais illustrer aussi mes paroles par certains dossiers qui m'est arrivé d'avoir, mais très récemment cette semaine, j'ai eu le cas d'une personne en séjour régulier sur le territoire depuis près de 25 ans et qui se retrouve aujourd'hui en situation irrégulière parce qu'on a toutes ces difficultés liées au renouvellement de son titre de séjour. Ok ? Donc c'est vraiment des difficultés qui sont souvent malheureusement rencontrées. Mais donc ça, c'était les généralités sur les difficultés, en espérant qu'à la fin de ce webinaire, vous aurez, comme pour les titres de séjour, des techniques pour essayer d'aider au mieux les personnes. Ok. Mais donc là, on va rentrer dans le vif du sujet juridique. Donc comme hier, la nature même des cartes, si je puis dire. Donc on a vu hier qu'il y avait 3 types de cartes. La carte de séjour temporaire, qui, on le rappelle, est valide 1 an. La carte de séjour pluriannuelle, qui peut être valide de 2 à 4 ans. Et la carte de résident, qui sera valide, du coup, pendant 10 ans. On a déjà vu hier que la spécificité de la carte de séjour temporaire, mais ça, je vais y revenir, c'est qu'elle a un nombre maximum de renouvellements possible. OK ? Parfait, c'est cette slide-là. En gros, quand j'ai une carte de séjour temporaire d'1 an sur un motif économique, on va partir sur ça, on ne l'a pas fait encore. Si j'ai une carte de séjour temporaire 1 an sur un motif économique, je peux la renouveler, donc j'ai déjà 1 an, je peux la renouveler 3 fois. Donc je peux faire 4 ans sous cette carte de séjour temporaire. À la 4e année, je peux pas renouveler mon titre de séjour temporaire sur le même motif. Il faut soit que je passe à un autre motif, donc je passe de économique à, familial par exemple, soit que je demande une carte de séjour temporaire, mais sur un motif différent. Attendez, je reprends. Soit que je passe sur un autre motif, donc une carte de séjour temporaire sur un motif différent, soit je passe sur une autre, c'est là que je me suis mélangée, sur un autre type de carte. Je passe de temporaire, par exemple, à pluriannuel. Ok ? Mais c'est 4 renouvellements maximum. Il y avait eu une jurisprudence, c'est-à-dire une décision du juge que je vous mets juste là à l'oral, que j'ai pas mis dans le PowerPoint, puisque c'est une décision du tribunal administratif, donc elle peut en fait faire l'objet d'un appel. Mais il y avait eu un cas d'une mère de plusieurs enfants étrangers en France, donc il y avait une grande vie privée familiale sur le territoire, et à qui on a refusé donc le 5e renouvellement de son titre de séjour temporaire, puisqu'il y avait cette règle des 4 renouvellements maximum. Et là, exceptionnellement, le juge administratif avait dit, mais en fait, la vie privée, elle est trop importante. Madame ne rentre pas dans une autre case. Donc là, ça va être disproportionné de la mettre en séjour irrégulier parce qu'il y a cette règle-là. Mais encore une fois, c'est une décision qui peut encore être sujette à appel. Il faudrait que je vérifie d'ailleurs s'il y en a eu un ou pas.
Ok. Et ça montre aussi que dans des cas exceptionnels, on peut, si donc ça n'a pas fait l'objet d'un appel, mais on peut au moins essayer de contester un refus qui serait trop gros, enfin un bon dossier, et le refus n'est que sur cette règle des 4 renouvellements maximum, enfin des 3 renouvellements maximum, donc sur 4 années, on peut quand même tenter de voir si le juge administratif peut pas faire une exception. Ok. Donc, je voulais faire une première partie sur le renouvellement quand on passe, donc par exemple, de titre de séjour temporaire à titre de séjour pluriannuel, donc 1 an à 2 ou 4 ans. Donc, quand on passe de temporaire à pluriannuel, l'idée c'est que cette carte de séjour temporaire, elle est délivrée soit après une carte de séjour temporaire, soit après un visa long séjour valant titre de séjour. D'accord? Donc, après, a priori, une première année de séjour régulier en France. Quand on va passer sur des renouvellement de carte de séjour pluriannuel, on va avoir des conditions en plus, notamment du coup le respect du CIR, donc du contrat d'intégration républicaine. Et comme on l'a dit hier, il faut que je prouve que je reste, que je continue à remplir les conditions qui m'ont permis d'obtenir mon titre de séjour temporaire. Par exemple, je suis sous ces cartes de séjour temporaire parce que mon tiroir sait que je suis conjointe de français-française. Eh bien, pour passer à une pluriannuelle, il faut que je démontre que je suis toujours conjointe de français-français. D'accord? Il y a aussi une condition de langue. Donc là, déjà, on arrive sur les nombreuses questions qui m'ont été posées sur les conditions de langue. J'espère que vous trouverez vos réponses juste à ce moment-là. Dans mon PowerPoint, vous avez les conditions qui sont exigées aujourd'hui. D'accord? Mais attention, on a la loi du 24 janvier 2024 qui est venue changer les niveaux, on va dire, de langue demandés pour passer à un titre de séjour. Donc, par exemple, pour le titre de séjour pluriannuel, on va passer à un niveau du coup A2. L'idée de la loi du 24 janvier 2024, c'est qu'elle a il y a des parties où ça s'est appliqué directement et il y a des parties où le législateur a dit pour ces parties-là, il faut un décret d'application. Il faut un texte qui va venir officiellement appliquer cette partie. Et l'exigence de la langue, elle rentre dedans. Donc là, les exigences, elles viennent de cette loi du 24 janvier 2024, mais on a laissé donc jusqu'au 1er janvier 2026 pour publier un décret d'application. Donc, en gros, les exigences de langue, elles doivent entrer en vigueur au maximum le 1er janvier 2026. Donc, au maximum sur cette fin d'année. D'accord? Et l'idée, c'est que les niveaux de langue que vous avez déjà en tête, il va falloir rajouter un niveau. Donc, on l'a dit pluriannuel, donc avec un passage sur un niveau du coup A2. La carte de résident de 10 ans qui va passer du coup sur un niveau B1, on augmente d'un échelon, et donc la naturalisation qui passera sur un niveau B2. Ok? Donc ça, cette slide, c'est quand j'ai une carte de séjour temporaire et que du coup, je réponds toujours à mon motif d'obtention de titre de séjour temporaire, qui me permet de passer sur du pluriannuel. Ok? J'ai signé mon contrat d'intégration républicaine et en plus de ça, j'ai le niveau de langue qu'il me faut pour passer au-dessus sur la carte de séjour pluriannuelle. Alors, je peux demander un passage en carte de séjour pluriannuelle. On m'avait posé la question en formation physique, est-ce que c'est moi qui clique sur un bouton, est-ce que c'est moi qui demande pluriannuel, est-ce que c'est moi qui mets en commentaire? Du coup, j'ai demandé à l'assistante sociale avec qui on travaille, et en gros, elle m'a dit que sur le site de l'ANEF, il faut remplir le dossier tel quel, et c'est à la préfecture, en fait, de faire ce travail-là, de vous faire obtenir une carte de séjour pluriannuelle quand vous répondez aux conditions. Et pour le contrat d'intégration républicaine et les attestations de langue. En gros, elle m'a dit que elle est rentrée
sous d'autres justificatifs. Donc, elle va avoir, je sais pas, mon justificatif de domicile. Elle va quand même intégrer dedans la signature du CIR, les certifications de langue, pour un peu mettre cet indice que je rentre dans les conditions pour passer à une carte de séjour pluriannuelle pendant mon renouvellement. Ok. J'ai essayé d'ouvrir le chat. Est-ce que c'est bon sur ça? Oui, parfait. Et donc, quand on veut passer à la carte de résident, donc là, on rappelle qu'on a une exigence de langue qui, pareil, est devenue plus importante, avec une exigence de langue qui va passer donc au niveau B1. Et donc, pareil que pour le séjour temporaire à pluriannuel, la carte de résident, elle va se faire soit après l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle, soit dans le cas des réfugiés, ils vont avoir la carte de résident directement, et donc toujours la renouveler sur ça. Et il y a aussi des catégories de personnes, donc des motifs de séjour, qui vont permettre en fait un passage résident sans forcément un passage par la carte de séjour pluriannuelle. Ça va être notamment les pleins droits conjoints de français ou parents d'enfants français. Vous l'avez écrit sur le PowerPoint. Et comme pour la carte de séjour pluriannuelle, la première délivrance de cette carte de résident, elle va être subordonnée donc à l'intégration républicaine de la personne. Et donc cette intégration, elle est aussi étudiée au regard de la connaissance de la langue française. Et donc pareil, pour l'instant, comme je vous l'avais dit, c'était A2. Mais attention, la loi du 24 janvier 2024 monte le niveau de langue à B1. Et donc, il faut toujours s'actualiser sur les décrets d'application. Il faut toujours regarder s'ils sont passés ou pas. Ok? Mais ils ont jusqu'au 1er janvier 2026. Donc en vrai, quelques mois encore en réalité. D'accord? Là, on va parler de la chronologie du renouvellement. C'est-à-dire, à quel moment faire mon renouvellement? Est-ce que je demande mon renouvellement le jour de fin de validité du titre que j'ai actuellement? Est-ce que je le demande juste après l'obtention du titre que j'ai actuellement, comme ça je suis sûre d'être dans les temps? Ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser aussi, puisque il y a des règles à respecter sur la chronologie du renouvellement. D'accord? Je vais tout afficher. Hop. Et donc, on va commencer sur ce thème-là avant de prendre la pause. Pas que vous ayez trop mal à la tête non plus. Donc, la loi elle est très précise sur la chronologie de mon renouvellement. Lorsque mon titre de séjour, il dépend donc de l'ANEF, je dois faire le renouvellement entre le 4e et le 2e mois avant l'expiration du titre que j'ai actuellement. Je répète, lorsque j'ai un titre de séjour, que je veux le renouveler, le renouvellement se fait sur l'ANEF. On a vu hier l'onglet « Je demande ou renouvelle mon titre de séjour ». Je dois le faire entre le 4e mois et le 2e mois avant l'expiration de mon titre de séjour. Si on veut être parfait, on ne le fait pas avant. Donc, on ne le fait pas 6 mois avant et on ne le fait pas après. On ne le fait pas 1 mois avant. Donc, on ne le fait ni trop tôt ni trop tard. Entre le 4e et le 2e mois avant l'expiration. Exemple. Ma carte de séjour temporaire, elle expire le 1er septembre 2021. Je demande le renouvellement entre le 1er mai et le 1er juillet 2021. Lorsque j'ai un titre de séjour, que je souhaite le renouveler, et que ça dépend pas de l'ANEF, mais de démarches simplifiées, c'est dans les 2 mois précédant l'expiration du titre de séjour. Donc, je ne peux pas le faire 4 mois avant. Ne pas confondre, ok? En fait, ne retenez pas que le 4e et 2e mois avant l'expiration, parce que vous pouvez après faire une demande de renouvellement, démarche simplifiée 4 mois avant, et on vous dira c'est trop tôt. 4 et 2 mois pour l'ANEF, hors ANEF, 2 mois avant l'expiration du titre de séjour. Et donc, la question qu'on pose souvent, ça va être, qu'est-ce qui se passe
si je dépose ma demande de renouvellement trop tard? Eh bien déjà, c'est là qu'on va faire face à donc toutes les difficultés qu'on a déjà données tout à l'heure, donc l'absence, enfin une potentielle coupure de droit, une potentielle période où je serai en séjour irrégulier sur le territoire, et après un certain retard, des demandes de renouvellement qui vont être étudiées en fait comme une première demande. Ok? Est-ce que ça va sur les délais de renouvellement? Eh bien, on se dit qu'il faut les connaître. Oui. Et si on dépose trop tôt, ça veut dire que la demande, elle ne sera pas enregistrée? Oui. En fait, la demande, elle sera. Ils vont pas en fait l'étudier plus tôt que prévu. Si vous déposez par exemple une demande démarche simplifiée 4 mois avant, votre dossier sera clos. Et il sera, pardon? Clos. Ils vont pas l'étudier. Donc ça veut dire que la personne Faudra refaire. recommence la démarche dans les temps. Exactement. Ah oui. Mais vraiment, la distinction 4 mois, 2 mois ANEF, 2 mois démarche simplifiée. Mais ça, les gens ne le savent pas toujours. C'est pour ça qu'on fait des formations. Qu'est-ce qui se fait sur... Parfait, quelqu'un vous a répondu. Incroyable. Les gens ne le savent pas et du coup, pareil, grâce à cette formation, l'idée c'est de vous, quand vous rencontrez une personne qui, vous savez que vous allez faire un renouvellement avec elle incessamment sous peu, par exemple, elle a une carte de séjour temporaire, vous savez que dans l'année, il va falloir faire une demande de renouvellement avec elle. Là, on pourra donc la notifier. Attention, ta carte de séjour temporaire, le renouvellement se fera sur la nef. Il faut qu'on se revoie 4 à 2 mois avant l'expiration. Rien ne vous empêche de monter le dossier avant, mais il ne faut pas le déposer avant 4 mois ou après 2 mois. Il ne faut pas le déposer 1 mois avant l'expiration et il ne faut pas le déposer 6 mois avant l'expiration. Exemple d'un dossier que j'ai suivi d'une mère d'enfants français, donc toujours régularisée sur le territoire. Okay. Elle doit faire sa demande de renouvellement de titre de séjour et elle l'a fait donc 1 semaine en retard, c'est-à-dire 2 mois et 1 semaine avant l'expiration, enfin 1 mois et 3 semaines avant l'expiration de son titre de séjour. Donc à 1 semaine de retard. Elle a été placée, enfin elle a du coup, elle est en situation irrégulière. Parce que comme son dossier a été déposé trop en retard, on verra après la pause que ça aura des conséquences directes sur mon droit au séjour.